Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Bonjour le King, comment ça va à quelques jours du séisme finalement? Oh là là, les gros mots, le séisme. Bah ça va pour le moment. Ça monte tranquillement en pression pour le tremblement de terre. Et ben voilà, bah très bien. Et il y a quelques jours aussi, c'était donc samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, il y a eu un autre tremblement de terre. Kamaru Usman, Mikao, je serais prêt même à payer pour voir la vidéo de toi en train de regarder le combat. Parce que je pense que t'as pété un câble comme tout le monde sur la planète. Absolument. Je suis pas sûr que j'ai envie qu'on voit comme on voit à ce moment-là. Euh, ouais, gros tremblement de terre et on en a besoin. On en a besoin tous les 3 ans. Environ tous les 4 ans, on a besoin de gros tremblements de terre comme ça sur comment dire, dans le milieu du MMA. En mode, tu sais, il y a toujours quelqu'un qu'on considère d'être intouchable, invincible et tout, et qui vient comme ça choquer tout le monde à un moment donné. Et c'est une très bonne chose. On en avait besoin. Et c'est une bonne chose. C'est relatif, quoi. C'est que le monde est surpris et c'est bien, ça change les autres, ça change tout. Mais en réalité, c'est pas une bonne chose pour Ousmane Camaro et sa famille. C'est pas du tout une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour Lyon Sedora qui devient par la même occasion le deuxième Britannique à être champion du monde des MMA après Bisping. Léon Edouard vient juste de rentrer dans l'histoire comme étant le deuxième Britannique. Donc, c'est une bonne chose dans le sens où en Europe, on n'a pas beaucoup de champions finalement. On a Joanna Jędrzejewski, on a le Polonais, 93 kilos, Jerry Prochaska, check. Ouais. voilà. Non, le Polonais, pourquoi tu me parles de... Parce que Yann Blakovic n'est... Ah, dans l'histoire, pardon. Yann Blakovic, oui. Autant pour moi, monsieur. Voilà. Donc, du coup, on a Jan Blachowicz qui était champion. On a Conor McGregor qui a été champion. Sinon, on a quoi d'autre? Bah, et puis Jerry, voilà. Et puis Jerry qui est désormais champion et c'est tout. Voilà. Donc, voilà un peu dans quelle situation on se retrouve. Et à chaque fois qu'il y a un Européen de plus qui est champion, euh, d'autant plus qu'il y a une histoire que moi j'aime en fait. J'ai toujours lutté pour expliquer qu'on n'avait pas besoin de traverser, euh, de passer de l'autre côté du monde pour pouvoir être champion. Euh, et ça me fait plaisir de savoir que ce jeune, né en Jamaïque, arrivé en Angleterre, a fait à un moment donné un voyage vers les États-Unis pour changer sa lutte, s'est rendu compte que ce n'était pas terrible, il ne s'améliorait pas, et est reparti en Angleterre, s'est posé, il est devenu champion du monde. Hmm. C'est une belle chose, c'est quelque chose à défendre. Je défends ça fortement. Je défends ça avec beaucoup d'énergie en disant qu'il y a la pédagogie en Europe, il y a un très bon niveau de connaissance et que, euh, et que pour le coup, voilà, c'est une belle preuve de ça. Alors, ça ne reflète pas du tout le combat. Ok. On Bah, soit d'accord. par rapport au combat, justement, je voulais te poser la question, et j'ai longuement réfléchi. Est-ce que, aussi, ou est-ce que je fais complètement fausse route, au bout d'un moment, le fait que les takedowns, on ait l'impression qu'il abandonne un petit peu, est-ce que pour toi, c'était aussi une stratégie de la part de Leon Edwards de se dire, ça sert à rien de lutter contre les takedowns parce que de toute façon, il va être mis au sol, et que faut aussi réussir à conserver son énergie, ou pour toi, il avait vraiment lâché mentalement, aussi. Je ne crois pas. Je pense qu'il avait lâché mentalement. Ok. Il y a des signes extérieurs qui ne trompent pas. Quand il arrive entre le troisième et le quatrième, même entre le quatrième et le cinquième round à la pause, il ne regarde pas son coach dans les yeux. Ça, ce sont des signes extérieurs qui vous montrent en langage du corps, votre interlocuteur a décroché. C'est qui, euh, il y a une certaine
gêne une culpabilité de la part des élèves quand ils sentent, quand ils se disent qu'ils vous déçoivent, quand ils déçoivent le coach. Et donc, ils vont éviter le regard du coach quand vous êtes dans le coin. Et il y avait ce truc-là qui se passait avec Léon Zedor où on sentait qu'il a craqué. Non, je peux pas penser qu'il a fait de la comédie. Je peux pas penser qu'il a fait semblant de laisser tomber, de subir les takedowns en se disant je vais à un moment donné le mettre KO. Je n'y crois pas. La preuve, c'est qu'au premier round, quand il a pu prendre un takedown, il a pris. Quand il pouvait défendre énergétiquement, il a défendu des takedowns d'une force incroyable. Il a retourné des positions. Est-ce que tu as... Ousmane Camara est fort. Il est très, très fort. Il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui sont capables de perdre un premier round dans leur domaine et se relever tête haute, faire un sourire, aller dans son coin pour revenir gagner le deuxième round de la manière dont il a gagné. Au premier round, il s'est fait contrer en lutte. Il s'est fait pour la première fois de l'histoire du MMA amener au sol, flat sur son dos. Il s'est fait monter full man position. Il a pris, pendant la montée, ça a duré une éternité. C'était quelques secondes, mais on aurait dit c'était une éternité. C'était quelque chose de... Tu vois, quand tu regardes la télé, tu te dis, est-ce que je suis dans un rêve ou c'est la vérité? Il y a Kamaru Usman allongé sur le dos et il y a un mec qu'on n'a pas vu combattre depuis 2 ans, 3 ans, qui le bloque au sol pendant quasiment une bonne quinzaine de secondes. C'est inespéré. J'ai honte tellement, j'ai pas pu imaginer ça dans ma tête. C'est que dans mes prédictions, je n'aurais pas pu prédire quelque chose de pareil de mon vivant. C'est pas possible. Et après ça, il se relève, il sourit, il va dans son camp et il sait qu'il va revenir et il va gagner le combat. Il revient, il gagne le 3, le 4, le 2, le 3, le 4. Il déchire complètement Léon Edouard. Waouh! Les deux sont forts. Dans le sens où, du coup, je suis choqué par la, la construction avec peu de fight IQ de combat de Léon Edouard. On sait dorénavant que le striker doit mettre la pression au lutteur, faire reculer le lutteur pour 2 raisons. Le lutteur lutte moins quand il est sur la lutte panique. Le striker a plus de chances d'échapper à la menée au sol s'il y a de l'espace derrière lui. Donc, s'il est poussé dos à la cage, le striker va moins se défendre. Il est coincé, il est poussé, et puis il y a une salve de boxe anglaise amenée au sol. Une salve de boxe anglaise amenée au sol. Mais si tu te laisses l'espace pour sprawler, pour faire des pivots, pour sortir, tu anticipes et du coup, tu as plus de frappes en check, comme le check hook où je vais frapper mon crochet, mais en reculant. Il n'y a pas eu ça chez Léon Segura. Il était anéanti dès le deuxième. Il ne bougeait plus. Il ne faisait plus grand-chose. Il était trop passif. Et malgré ça, on arrive au 5e round. On arrive à la fin du 5e round. Et il a quand même la lucidité et l'intelligence de se dire peut-être que le head kick va encore marcher. Peut-être que si je passe mon bras et je masque, il y a peut-être moyen qu'il ramène sa tête à la fenêtre et que je l'accueille sa tête à la fenêtre. C'est fantastique. Et le fait que là, avec cette finalisation, donc la trilogie Kamaru Usman soit grandissime favori, est-ce que toi tu comprends ça et est-ce que tu te dis que la trilogie va peut-être être assez indécise aussi? Moi, je ne focalise pas sur la trilogie pour le moment. Ce que j'ai envie de dire, c'est que est-ce que Ousmane Camaro mérite
de revenir directement pour le titre? Oui. Mais est-ce qu'il mérite ou est-ce qu'il est obligé de cibler Leon Edouard? Non. Je pense qu'il a pris un méchant KO. Je pense qu'on doit laisser Leon Edouard continuer à fighter. J'ai l'impression que Ramzan Chimaev va gagner. J'ai l'impression, mais après ce qu'on a eu la semaine dernière, rien n'est impossible. J'ai l'impression que Ramzan Chimaev va gagner. S'il gagne, je pense qu'il devrait tout de suite, immédiatement faire la ceinture avec Leon Edouard. Je pense que Ousmane devrait prendre le temps, beaucoup de temps, et laisser passer ça, digérer ça, se reconstruire et revenir sur autre chose. Si le combat se refait et que Leon ne remet pas en question sa stratégie, il est mort. Il va rappeler le combat. S'ils font le combat 10 fois, Leon Edouard perd le combat 9 fois s'il y a cette stratégie de ne pas laisser partir ses bras. Comme lui disait son coach. Tu fais quoi? Juste boxe. Tu fais ce que tu sais faire. Si tu es un boxeur, si tu es un striker et que tu ne strikes pas, comment tu comptes gagner le combat? À quel moment tu vas gagner le combat? Tout ce combat était quelque chose qu'on aime voir souvent. C'est vraiment, tu sais, sans vouloir ramener à moi, mais ça permet de s'éduquer avec le temps. Quand tu regardes les autres, les combats qui se passent, tu t'éduques, tu apprends de ce que les autres font. Et, ça fait des remises en question sur comment tu es capable de coacher, comment les autres coachent. Et, et, et si Leon Edouard avait perdu en Angleterre, les critiques seraient, mais qu'est-ce que tu lui disais, toi, le coach? Pourquoi tu lui cries dessus et tu lui dis, oui, tu peux pas perdre, vas-y, bouge et tout, boxe quand même, boxe un minimum, donne-lui une vraie stratégie, donne-lui des clés, donne-lui des trucs. C'est ce que les gens disent souvent après coup. Alors que le coach, lui, connaît son gars. Il sait que Leon Edouard est architechnique. Il sait ce qu'il faut faire, mais il a la flemme. Depuis, il se laisse amener au sol. Il est cassé mentalement. Il a la flemme. Et donc, quand tu arrives au quatrième et que tu dis, mais man, il n'y a pas un problème de cardio. On ne peut pas perdre pour ça. On n'a pas un problème de... Ça n'existe pas. Mais toi, tu connais ton gars. Tu sais qu'il lui fait un boost. Tu as besoin d'un booster qu'il pousse ces derniers trucs, qu'il invente ces derniers trucs, qu'il aille chercher dans ses ressources pour déclencher ce mouvement-là qui va renverser la vapeur. Voilà ce qu'on a eu. Et personne ne va en parler parce que c'est fantastique, ça s'est terminé du bon côté. De l'autre côté, le pauvre Kamaru? Non, son coach. Trevor Whitman. Ouais, Trevor Whitman. Le pauvre Trevor Whitman. Là, c'est dur. Hein. Là, c'est dur. Il va essuyer les critiques parce que ça fait plusieurs ceintures qu'il perd. 3 à la suite. Après avoir fait un perfect l'année précédente. Quasiment. Voilà. Donc, l'année dernière, il est le meilleur coach de l'année. Cette année, il a 3 ceintures qui sont perdues. Et il les perd en ayant un discours qui est pourtant bien. Il fait ce qu'on appelle la communication de la théorie du sandwich. J'arrive dans le coin, je fais un sourire, je communique sur tout ce qui est positif. J'aime quand tu es comme ça, ce que tu me fais, beautiful. J'adore ce que tu fais, c'est magnifique. Maintenant, si tu peux juste me monter un peu plus le volume, on serait bien. Il ressort, donc première tranche de pain, les bonnes choses, la garniture au milieu qui est passée en mode axe d'amélioration, deuxième tranche de pain, il fait un mendiant, t'es magnifique. Va là-bas, dépose ta symphonie, t'es juste un génie. Voilà comment il parle à ses gars. Et là, il va essuyer les critiques. Il essuie déjà les critiques chez les réseaux en disant, oui, mais le mec, il croit qu'il a tout gagné. Il ne dit pas à son gars de faire attention. Il aurait dû lui dire de lever la main. Il aurait dû faire machin.
Après coup, c'est toujours ça. Mais on a besoin de ces banger fights où le monde shift, le monde change. D'un coup, tout est remis en question. D'un coup, en une seconde, tout bascule. On se rappelle que, ah, c'est un être humain. Parce que juste avant ce combat, Ousmane n'était pas un être humain. C'était un roi africain. C'était pas un être humain. C'est pas possible. C'était, voilà quoi. Il était intouchable. Là, aujourd'hui, en l'espace d'un combat, il a perdu. La data qui disait qu'il était le mec qui n'est jamais tombé à l'UFC. Personne ne l'a jamais fait tomber à l'UFC. C'est fou, la semaine d'avant, on parlait de Beau, le jeune lutteur qui vient d'entrer, et je disais qu'il pourrait être le seul à faire tomber Ousmane Camaro. Et Léon Sédois nous a fait mentir. Il a fait tomber. Bon timing. Ensuite, il a perdu la course-poursuite qu'il faisait avec GSP pour être peut-être le coach au monde, parce que la réalité, c'est que les 29-0 de Khabib, c'est ça? 29-0 de Khabib, en réalité, ceux qui regardent en réalité le palmarès de Khabib savent qu'il y a 12-0. Il y a une quinzaine de combats que Khabib a fait avant de devenir sérieux. C'était de la rigolade. C'était pas, voilà. Tu repars maintenant, tu revois les noms des mecs, tu vois ce qu'ils sont devenus. Quand il avait 15 combats, il affrontait des mecs qui avaient 0-1 ou 2-0. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, du coup, on sait que le match de coach, de côte à 77 kilos dans le monde se jouait aujourd'hui entre Ousmane et GSP pour savoir qui est vraiment le meilleur combattant de tous les temps, le plus aimé de tout le monde de tous les temps. Dana White l'a dit que pour lui, c'était Ousmane Camaro le meilleur combattant de tous les temps. Aujourd'hui, tout est perdu. En un combat, il n'est plus invincible sur les amenés au sol, il n'est plus invincible sur le contrôle sur tous les rounds, il n'est plus le mec qui était sur la course d'être l'un des meilleurs fighters de l'histoire du MMA. Du coup, la discussion va revenir un peu comme GSP. On parlait de sa défaite contre Matt Serra, malgré qu'il ait gagné tout ce qui était possible. Et c'est là que tu te rends compte de quelque chose de pointu qu'a dit Luc Thomas. C'est que la lutte est la discipline sportive sur laquelle, quand tu as envie d'être un coach, tu vas t'accrocher. Tous ceux qui ont marqué l'histoire durablement, qu'ils viennent du karaté comme Georges Saint-Pierre, ont dû passer par une lutte très solide pour contrôler leur histoire. Dès que tu crées de l'espace entre toi et ton adversaire et que tu n'es pas dominant en contrôlant ses membres inférieurs et supérieurs, tu t'exposes à un renversement de vapeur par un chaos. À tout moment, tout le monde est exposé. Le seul sport au monde qui permet de garder ce contrôle le plus serré possible et de réduire les probabilités de se faire knock ou de se faire upset, reste la lutte. Et mine de rien, il s'en est éloigné un peu trop. Il a joué un peu trop à ça. D'ailleurs, il a payé au premier round parce qu'il avait du retard sur tout ce qui était striking. Parce qu'il a peu confiance sur cette grosse droite qu'il met à Masvidal, il n'a plus confiance sur sa boxe. Et Léon Edouard, c'est un striker pure souche. Donc, en termes de contre, il n'avait pas à faire beaucoup d'efforts. Il contrait. Rapidement, le champion est revenu. Il s'est dit, bon, je vais arrêter de rigoler, je vais me mettre sur ses côtes et je vais lui apporter la base, qui est la lutte. Sauf que, pour rester très complet et bien, il a fait ce qu'il fallait, boxer, pour faire de la préhension, pour que la lutte devienne facile après. Donc, il met une sable de boxe et pendant que Léon Edouard défendait encore la boxe, il était déjà en double leg. Et du coup, il a augmenté le temps de combat en mode striking et du coup, augmenté les probabilités pour
le meilleur striker de pouvoir dominer le combat. C'est un régal. Je pourrais en parler jusqu'à demain. En un combat, on a eu beaucoup de choses. En un combat, il y a tout qui a bougé, tout qui a changé. Les choses seront vues différemment dorénavant. Et c'est très intéressant. Et pour toi, est-ce qu'il y aura un vrai avant-après pour ce combat-là, pour Kamaru Usman, ou est-ce que tu penses qu'il peut revenir comme il était auparavant, ou mine de rien, ça va quand même étioler un petit peu Même s'il revient comme il était auparavant, bah, c'est toujours un avant et un après. Ce que je veux dire, c'est que Georges Saint-Pierre a perdu contre Matsera. Il y a eu un avant-après. Il est redevenu le Georges Saint-Pierre Côte, finalement, le plus grand des grands, parce qu'il a perdu ce combat. Et à la suite de ça, ça a tout changé. Il est devenu l'homme intouchable. Donc, si tu veux aujourd'hui, est-ce qu'il y aura un avant, un après? Oui, un peu comme tous les fighters qui ont perdu la première fois. Nous sommes à 10 jours de Taïtuvasa Cyril Gann. Bien malin serait le mec qui pourrait d'ici lire le cerveau de Cyril Gann et nous garantir que Cyril Gann est sorti de l'ombre de la défaite. Bien malin serait celui qui pourrait nous dire si Ousmane est sorti de l'ombre de la défaite. On est obligé d'attendre et on verra ça. On sera tous au premier loge le 3 septembre et puis on sera tous au premier loge sur le prochain combat d'Ousmane Kamaru pour voir si la défaite est passée. Eh ben, affaire à suivre pour Kamaru Usman. Il y avait aussi un co-main event, Fernand. Je sais pas s'il a surpris du monde parce qu'il était attendu, mais moi c'est plus Luke Rockhold qui m'a surpris. Est-ce que toi tu t'attendais à une performance de ce type et puis surtout cette attitude quand même? C'est fou ce qu'on a eu en commun event. C'est bizarre. L'UFC est très bon pour faire des matchs improbables qui finissent des bons matchs. Mais je ne sais pas pourquoi il y avait un truc malaisant dans le combat. Moi, j'étais mal à l'aise à un moment donné. C'est-à-dire que dans Miron, il y a eu de très belles actions de la part des deux côtés. J'ai eu un coup de pied retourné de la part du Brésilien, Paulo Costa. Paulo Costa, qui était juste techniquement magnifique. J'étais pas prêt. De la part de l'autre côté, techniquement, il y avait des gestes très bien faits. Mais en même temps, c'était un combat que j'aurais pu comparer à comment on appelle, Xavier Lossou contre Freddy Kemayo. Freddy Kemayo. Dans le sens où c'était bizarre. Un ancien champion du monde. Enfin, Luke Rockhold a quand même eu la ceinture de l'UFC en battant Weidman. C'était pas n'importe quoi. C'était une vraie ceinture. C'est pas, c'était une vraie ceinture qu'il a eue avec un vrai adversaire à ce moment-là. Et le voir avoir une attitude des combats amateurs dans des petits gymnases, c'était bizarre en fait. Comment il tournait le dos, comment il fuyait, sa manière de respirer, de poser les mains sur les genoux. Et Paulo Costa qui le regardait sans rien faire. Il y avait des opportunités de kicker quand il s'arrêtait. On aurait dit que lui, Rockhold, suppliait Paulo Costa de terminer le combat. Il y avait tout pour qu'il termine le combat, mais il ne faisait pas l'action qu'il fallait. Mais en même temps, Paulo Costa, des fois, il faisait de très belles actions. C'était un combat complètement bizarre. L'attitude, enfin, bon, tu saignes et tu te mets à frotter ton sang sur la tête de l'autre. Enfin, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris. La fin du combat, même sa manière de... On ne sait toujours pas s'il a pris la retraite ou pas. Il a retiré les gants. On s'est dit, il va poser les gants au centre de la cage. Il n'a pas posé les gants, il est sorti avec. Bon, il a dit, je suis trop vieux pour ces conneries. C'était un très bon moment parce que le public a rigolé. Bon, il a fait un peu rigoler parce qu'il était là, il pleurait en même temps. Enfin, j'ai rien compris sur le combat. Mais ça, c'est encore l'une de ces magies-là qui est capable de faire l'UFC et que je kiffe, en fait. C'est, ils te mettent un combat qui n'a pas d'histoire. Ce combat n'a pas d'histoire. Voilà, à l'intérieur du combat, enfin, on s'aime pas.
les gens combattent, il y a une histoire. On dit, il y a un tel qui est monté à gauche, l'autre monté, et à un moment donné, ils auront une histoire. Là, il n'y a pas une histoire. Et puis, c'est bizarre. C'est à la presse-conférence, il était habillé, bon, c'est la nouvelle mode, en fait, d'être en mode Chipendel, quoi, euh, comme Ousmane Camaro, comme Lugro Cole, t'arrives, t'as une chemise qui est ouverte, et comme si tu étais à la plage. Ensuite, sa presse-conférence a été bizarre. C'est, il se moquait de quelqu'un qui est natif brésilien, donc qui parle portugais à la base, et il se moquait de son anglais alors que la personne, il y a encore un an, elle ne disait pas un mot en anglais. Je trouve que ça n'a pas de sens parce que va parler le brésilien, toi, lui, Rocol, et tu verras que c'est pas facile. À côté de ça, il se moquait de lui parce qu'il disait que c'est sa femme qui lui donne les conseils. J'ai pas compris sa posture, hein, lui, Rocol, surtout. Tout ce qu'il a fait était gênant un peu à un moment donné. C'était gênant, ça m'a rappelé un peu ce qui s'est passé après le combat de Usyk contre Contre Joshua? Joshua. Il est parti en vrille, Joshua, tu vois. Il parlait de l'Ukraine, il a jeté ses ceintures. Il y a un mec qui lui a dit reste un peu pro, il est revenu, il a parlé de son cousin qui l'a soigné quand il a eu des problèmes. Enfin, il est alors là. Donc c'était un de ces moments-là gênants où tu as envie de dire est-ce qu'il y a personne pour lui dire d'arrêter de faire ça? Genre, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a pas un coach pour lui dire arrête de frotter ton visage sur le visage de ton adversaire, quoi? Ouais, je comprends pas où tu vas en arriver. Enfin, tu, tu vois, c'était bizarre. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Non, j'ai trouvé que c'était bizarre, mais Lucrocole a toujours été bizarre. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait ce côté un petit peu plus en paix qu'avant, et qui savait, mine de rien, que c'était en cas de victoire ou défaite, peut-être sa dernière sortie, tu vois, à l'UFC. Et justement, parlons d'Anthony Joshua contre Usyk, qui a une nouvelle fois perdu Anthony Joshua par décision cette fois. Donc là, clairement, il va y avoir un step down pour lui prochainement en termes d'adversaire. Toi, en termes de performance, en termes d'après-combat, parce que c'est vrai que oui, il a surpris un petit peu son monde à être un peu incontrôlable, même si ça qui était très bizarre, c'est que il jette les ceintures, il part du ring, ensuite il revient, il rend hommage à son adversaire. Enfin, il a vraiment chauffé le. Mais c'est mis ça. le chaud et le froid. Ouais. Soufflé du chaud et le froid. Moi, j'ai regardé ta réaction sur le combat juste après le combat. Donc, ceux qui n'ont pas vu les réactions, allez dessus, allez sur la sueur, faites vos petites, Aïe, aïe, aïe. mettez vos petites cloches et tout, les abonnements, faites des likes, commentez. Mais j'ai regardé parce que quand même, tu fais, le combat vient de se terminer, tu as 15 000 choses à faire, mais rapidement, tu as fait une réaction dessus et c'est super. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous ratez beaucoup de choses. Mais j'étais entendu féliciter Joshua parce que sur les trois défaites qu'il a eues, il est impeccable, irréprochable avec les adversaires. Du coup, quand moi j'ai vu à la suite de ça, quand j'ai vu le comportement qu'il a eu avant cette Oui, conférence où il est avant posé, ça, où il est c'est en ça. paix, je me dis, Guillaume, il faisait quoi? Pourquoi il ne nous a pas parlé de ça? Parce que moi, j'ai loupé ce côté-là, en fait. Je savais pas. Ok. Moi, j'ai regardé le combat et j'ai coupé. Et je reviens et je dis, attends, le mec, il est allé en couille. Enfin, il est allé en vrille complètement. Il y a quelqu'un, il aurait dû, je me dis, mais il y a personne dans sa team pour le retirer, pour lui dire, mais non, tu es en train de déconner. Il a perdu la tête. Il fallait que quelqu'un nous, les agents, nous sommes payés pour protéger l'image de nos gars, pour qu'on les retire. À ce moment, il faut que quelqu'un lui dise dans l'oreille, non, non, laisse tomber, viens, on y va, viens, on descend, viens, on va dans les WC, t'es pas bien. Mais je pense que c'est ce qui s'est passé au moment où justement il jette les ceintures et il part. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a quelqu'un qui lui dit bah faut que tu reviennes et tout. Et c'est là qu'il rend hommage à Usyk. Mais au moment où il se bat, il jette les ceintures, c'est vrai que c'est. Ouais. Waouh, c'est bizarre, tu vois. Et bah voilà, mais au-delà de ça, très beau combat, enfin, très beau, j'exagère peut-être, un beau combat de boxe anglaise avec
Usyk était plus malin que je ne pensais, parce que je me disais qu'il y avait un avantage de poids pour Joshua. Bah voilà. Et même au niveau de la stratégie pour utiliser le corps, j'ai l'impression que c'est lui qui faisait bouger Joshua. J'ai l'impression que c'est lui qui, voilà quoi, il est bon, il y a rien à dire et voilà. Qu'est-ce que tu veux dire de plus dessus? Bah, contre Fury, est-ce que tu penses qu'il a une chance Usyk ou là, pour le coup, mine de rien, physiquement, même si je pense que c'est le meilleur boxeur des deux, il risque d'y avoir un espèce de mur où ça va être très compliqué à franchir. Et je ne serais plus surpris. Parce que honnêtement, Ok. honnêtement, sur ce combat, j'avais prédit que Joshua allait faire la différence. Je le sentais différent. Je le sentais plus calme. Il a moins fait d'interviews. Il était très concentré. Il était déterminé. Il avait ce truc-là où tu as envie de prouver que les gens ont tort. Enfin, il était, et voilà quoi. Et je pense que Usyk a un fatacule de malade. Il a prouvé que physiquement, il tient la route. Dans le sens où les stratégies de Joshua enfin, de jouer avec son corps et puis de s'appuyer sur l'adversaire, de lui mettre tout son poids dessus, de faire des petits pivots à la fin, de balancer des frappes sans puissance, parce que, enfin, sans contraction musculaire, mais continuer à te mettre du volume, mais sans mettre de l'énergie. Du coup, il a toujours le cardio pour longtemps. C'est quelque chose que Usyk sait faire. Je pense que ce mec-là, on ne se rend pas compte de ce qu'il a pu engranger comme expérience avec les combats amateurs qu'il a fait. Hmm. Avant d'arriver en pro, il a bouffé du combat amateur. Donc, je pense que Tyson Fury est favori, mais je ne serais pas surpris si le jour du combat, on est choqué. Ok. Et ben, suivre aussi de ce côté-là. Ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on va parler en détail de la carte d'arrêt suite et de la carte de l'UFC Paris back-to-back 2 septembre, 3 septembre prochain. Le King, on va passer aux questions. Vous le savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez qui y répond avec plaisir. Donc, on a une question de Perrine. Perrine, qui sera selon toi, parce que ça bouge pas mal, le prochain adversaire de Nassourdine après l'UFC Paris? Oui, je pense que Nassourdine va gagner son prochain combat. Zéro doute. Haha. Fin de la parenthèse. OK. J'espère aussi. L'histoire nous apprend à rester très humble, parce que tout peut se passer, c'est du MMA. MMA, tout peut se passer. Et donc, je pense que Nassourdine, je suis convaincu que Nassourdine va gagner son combat le 3 septembre, mais ça ne m'enlève pas l'idée de la tête que rien n'est gagné d'avance. Dans l'optique où il gagnait son combat, je ne sais pas encore qui serait son adversaire. Je souhaiterais qu'il tombe le plus loin possible. Ok. C'est que sans limite du tout. Je souhaiterais que... Est-ce que tu te rends compte que Paulo Costa est sixième de la Sixième, ouais. catégorie? Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu visualises un match Paulo Costa contre Nassourdine Imavov? Est-ce que toi tu commences à te dire justement que ce soit Paulo Costa, que ce soit Whittaker, Vettori que vous allez côtoyer lors de la Fight Week, que ça devient des possibilités où justement va peut-être y avoir un petit sas de décompression, une étape Mais non, intermédiaire. c'est pas que ça devient, c'était déjà des possibilités. Hmm. Je viens de te le dire que l'UFC, je te l'avais dit que le matchmaking de l'UFC a offert Marvin Vettori. Ah oui, c'était pour juin, c'était pour Singapour, ouais. Bah voilà. Et Vettori, bon, s'il a offert, donc c'est possible. Hmm. Le seul qu'on n'ait pas offert à Nassourdine, c'est 8 écarts. Mais sinon, on lui a offert Marvin Vettori. On lui a offert Bronson, Derek Bronson, qui est septième. Donc, quand on t'offre le troisième mondial, enfin, il y a quoi? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller, qu'est-ce qui empêche qu'on te remette au troisième mondial? Donc, je pense pas qu'il y ait un doute dessus. Je pense juste qu'il joue un peu,
il joue gros sur ce combat parce que en cas de victoire, rien ne change, il monte. En cas de défaite, bah, il recule salement parce que même Ouais. si Joachim euh, euh, Buckley est beaucoup moins classé que Nassourdine Imavov, non, j'allais dire, même si Joachim Buckley est beaucoup plus connu à l'international que Joachim Imavov, il reste quand même moins classé que Joachim Imavov, que Nassourdine Imavov. Et est-ce Donc, que pour toi aussi ce combat c'est une bonne chose finalement pour voir comment va se comporter Nassourdine en étant favori et en ayant le soutien du public? Parce que jusqu'à présent, tous ces combats qui ont été à l'UFC, c'était lui qui était le moins connu et ou lui le gros outsider. c'est ça. C'était ça et c'est un bon test dans ce sens-là. Et puis, de toutes les façons, c'est de l'activité. On a besoin d'activité. Euh, on avait le choix d'attendre encore un an, d'attendre encore, mais non, euh, il faut être capable de prendre n'importe qui avec des bons niveaux et machin. Et je pense que non, c'est un bon combat. Et à la suite de ça, je pense que le fait de combattre sur la même carte que Whittaker et Marvin Vettori, c'est une très bonne chose. Ok, ok, ok. Bon, eh ben, formidable. On en parle de toute façon plus en détail la semaine prochaine. Autre question de LS, question pour le King concernant son business. Démarche-t-il des combattants, et donc là la gestion de carrière d'athlète, démarche-t-il des combattants étrangers déjà classés UFC ou autres afin de les gérer en management? Comment se passe le démarchage ou recrutement de combattants? Pour l'interrogation. Le Management Factory, notre société de management, a un peu plus d'une trentaine d'athlètes à l'international et puis une dizaine à l'UFC. Mais on ne va pas démarcher des athlètes classés. Est-ce qu'il dit classé, genre top 15 à l'UFC? Non, tu peux pas les démarcher. Dans le sens où, oui, tu peux, mais ça ne se fait pas parce que de manière générale, les athlètes qui sont à l'UFC classés ont déjà un management. C'est très mal vu d'aller démarcher des athlètes qui sont sous d'autres managements. En général, à moins qu'ils aient annoncé, comme John Jones l'a annoncé en disant, je n'ai plus de manager, je cherche un conseiller, un agent. Moi, je lui ai écrit directement. Et dans la foulée, il m'a répondu en me disant, merci, ça me touche beaucoup, mais j'ai besoin plus d'un conseiller en droit du sport parce que je vais aller au charbon avec l'UFC. Et en plus de ça, j'aimerais que le siège de l'agence avec laquelle je travaille soit pas loin de chez moi. Avoir une agence qui est en Europe alors que moi je suis aux États-Unis, c'est complexe. Donc, quand j'ai une info qu'il y a un athlète qui est libre, je le contacte ou un de mes gars le contacte. Mais ça ne se fait pas d'aller démarcher les personnes ou alors elle vient. Moi, j'ai déjà eu des athlètes qui viennent vers moi, des athlètes de l'UFC qui viennent vers moi pour être managés, mais je n'ai jamais, j'évite en tout cas. J'ai certains scouts qui le font, qui vont au charbon, mais moi, je ne le fais pas. Et je leur dis d'éviter de le faire parce que aller écrire à un athlète qui a sur son bio, je suis managé par tel, et lui écrit pour le démarcher, c'est mal vu dans le milieu. Donc, non. Voilà. Je ne sais pas si c'était Ouais, si la c'était question, s'il y ça. avait un autre volet de la question. Et moi, j'avais une question subsidiaire par rapport à ça, justement. Est-ce que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui avec Paradigm Sports Management de Conor McGregor, enfin de Dodi Atarka, Israel Adesanya, Jiri Prochaska et maintenant Leon Edwards, on voit bien qu'ils ont bénéficié de la carrière de Conor McGregor. Est-ce qu'aujourd'hui, Mhm. toi, tu as des discussions aussi avec Cyril, qui est, certes, il n'a pas la personnalité de Conor, mais tu vois, qui peut servir aussi d'ambassadeur à l'agence de management. Enfin, tu vois, est-ce que c'est aussi un relais sur ce niveau-là ou pas encore? Absolument. Surtout sur le Soccer Factory. Mhm. Il est plus actif, Cyril, sur le management de football.
Ok. On a une branche aujourd'hui qui manage le football qui s'appelle Soccer Factory. Et mine de rien, Cyril a pas mal de contacts avec lesquels il travaille pour déclencher les premiers contacts afin qu'on puisse entrer en management des jeunes footballeurs. Euh, Maintenant, oui, effectivement, je travaille. Tu viens de parler de Diata et je travaille avec lui dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a des échanges qu'on fait entre euh, certains business du paradigme Ok. et certains Il ne peut pas business, tout dire. Il ne peut pas tout dire. voilà, certains business du paradigme et certains business des management factory. Mais on est amis, on s'appelle très souvent, on se voit et puis voilà. Parce que oui, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Donc, par exemple, c'est le cas pour Israël Adesanya, qui a gardé son agent, on va dire, historique, plus qui est managé aussi par Paradigm Sport Management. Est-ce que c'est quelque chose là aussi qui montre que, je sais pas moi, le MMA évolue, le fait qu'aujourd'hui, maintenant, il va y avoir plusieurs managers pour un athlète ou ça a toujours existé? Ça a toujours existé. Ok. Je te dis, le cas de Francis Ngannou est l'exemple pur, dans le sens où moi, j'étais l'agent de Francis Ngannou et à un moment donné, pour un intérêt commun, pour qu'on puisse passer Francis Ngannou à l'UFC sur le dernier combat que Francis Ngannou a fait, il nous fallait un nom, un poids lourd. Je sais pas si tu connaissais déjà le MMA à l'époque. Oh, il est dur, il est dur. Non, mais non, c'est sérieux, je sais pas, ça date quand même. Et en gros, Oh, c'était en, 2015, quoi. voilà, bah, je te pose la question euh, bah, 2015, je sais pas. C'est déjà, ça date de quand, la sueur? Je sais pas. La sueur date de juin 2015, monsieur. Juin 2015. Mais Rusty me saoulait vraiment beaucoup déjà à nos années lycée. Donc avec ça. Ok, Ouais, ouais. ok. Donc 2007. Voilà. En tout cas, pour pouvoir trouver un adversaire, parce que je te parle de 2015, parce qu'à cette époque-là, j'écrivais sur mon Facebook et sur tous les réseaux pour supplier et demander des combats à qui voulait. Je mettais, est-ce que quelqu'un aurait un combat de poids lourd, que ce soit en kickboxing, en muay thai, en boxe anglaise, en lutte, en tout ce qu'il y a comme sport. Je voulais absolument le regarder actif, Francis. Je voulais qu'il ait de l'activité et qu'on puisse boxer. Je voulais lui faire des revenus. Je voulais donc, voilà. Et à l'époque, je propose à Thiago Kamura, le manager de Jessica Andrade, le manager de non, oui, Jessica Si, Andrade, le jusqu'à manager de Johanna Joanna Jedrzejczyk Jezesi, aussi. le, Ouais. le, le manager de plusieurs champions du monde de l'UFC. Je lui propose de faire que mon élève affronte son client à lui. Et il me dit, c'est gentil, mais moi, je gagne quoi? J'ai vu les photos de ton gars, j'ai vu des vidéos de ton gars, mais il a l'air d'un monstre. Et je lui dis, moi, je me moque de l'argent. On fait du co-management. Si le gars, il gagne, ça nous permet de redonner à Joe Silva le dossier pour qu'il le signe à l'UFC. S'il le signe à l'UFC, à partir de là, on se partage les revenus sur Francis. Le pourcentage que je reçois sur Francis, on se le partage. Voilà, en gros, comment on est arrivé à ça. Et c'est du co-management déjà d'il y a très longtemps, tu vois ce que je veux dire? Et, 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 et d'ailleurs, c'est quelque chose même en France, on a des ententes dessus. Moi, j'étais en pourparlers avec Aldric Cassata euh, au moment où euh, au moment où Manon devait passer à l'UFC. Je lui apportais à Aldric Cassata le contrat de Manon sur un plateau, un contrat qui était dans un premier temps, c'était un contrat de contender série. Ensuite, il m'a dit non, il n'est pas sûr qu'il voulait ça, mais on devait faire une espèce de co-management, s'arranger pour qu'on puisse travailler ensemble dessus. Ensuite, je lui ai apporté, ensuite j'ai eu Mick qui m'a accordé un contrat pour Manon, mais sauf que
Il y avait déjà Asafapo qui était placé dessus. Asafapo, c'est ce manager qui travaille avec la All-Star et tout, qui s'est positionné dessus. Et finalement, c'est lui qui a eu la main dessus, je suis Manon. Mais, Ah euh, là là. mais voilà, ça existe déjà depuis la nuit des temps. Il y a des combinaisons qu'on peut faire pour pouvoir s'arranger et travailler avec des athlètes. Ben voilà, affaire à suivre en tout cas, bah sur ce volet-là également. Fernand, pour cette semaine, c'est déjà terminé, je le rappelle. Le Back-to-Back RS Fighting Championship UFC, c'est la semaine prochaine déjà. Rendez-vous compte, une semaine historique avec bah justement Ares le vendredi 2 septembre, UFC le samedi 3 septembre. Ça devrait être pas mal, ça devrait être pas mal, messieurs. D'ailleurs, il Est-ce reste qu'il en reste? Ok. quelques places UFC combinées à quelques places Ares. Donc, celui qui n'a pas encore trouvé une place UFC pourrait encore se prendre un ticket Ares et éventuellement peut-être tomber sur une loterie et son ticket serait gratuitement couplé avec un ticket de l'UFC. Et donc, vous aurez le combo des deux. Et dans le pire des cas, vous tombez quand même sur, dans le pire cas où vous n'avez pas le ticket de l'UFC en loterie avec, vous avez quand même une très belle carte avec deux ceintures. La première ceinture féminine en France avec cette fille invaincue qui s'appelle Tekena, qui est à la fois diabétique, asthmatique, mais qui cogne comme une sourde muette et qui bat tout le monde, qui va affronter Ivana, cette fille aussi invaincue de son côté, qui a un avenir très promoteur. Et ensuite, on a la ceinture des poids lourds avec Azamat, invaincu sur 12-0, contre Slim Traveski, invaincu sur 4 combats. Ensuite, on a le banger fight entre, comment il s'appelle, Alion Niae contre William Gomis. Donc, je vais reparler de ça la semaine prochaine. On va en reparler, mais je tenais quand même à le dire. Arrêtez de me demander les places UFC. Je n'en ai pas. Je Quel vous promets, persécuté. tout ce qu'on avait comme place, on les a mis dans la loterie d'Ares. Et donc, les quelques places qu'il y a, allez chercher à les avoir en prenant votre ticket Ares. Et ben Et voilà. puis, n'hésitez pas à prendre des combos sur Ares parce que il est possible que dans la journée, vous ayez une information assez intéressante. Je sais même pas si on peut la lâcher maintenant. Ouah. Ah, je sais pas, ça dépend de vous, monsieur. Bah, Dépend de vous. je me pose la question parce que, oui, dans la journée, vous aurez une info. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, ce qui Une est belle sûr, par info. contre, c'est que de ce que moi j'entends, voilà, on commence à avoir des combats à l'américaine. Déjà, la revanche, moi j'étais très très content, on n'en a pas parlé dans KNJ, mais Amin Ayoub contre Damien Lapillus volume 2 pour la ceinture, ça C'est fait plaisir énervé. parce que tout le monde voulait ce combat. Et je me souviens C'est ça. que à l'époque, t'étais en mode, ah, je sais pas trop, mais c'est vrai que là, le peuple a remporté cette victoire-là. Ouais, ouais. Faut savoir écouter. Il faut savoir écouter le peuple. Et là, il y a encore, sur le main event et le co-main event d'Ares 10, donc le 8 décembre, c'est ça. Il y aura des règlements de compte. Ça va être terrible. Il va y avoir du sang sur les murs. Let's go, à la semaine prochaine.